Loisir. Lieu commun. C'est un lieu commun. Habitant. Le lieu commun. Lieu commun. Famille. Lieu Habiter. commun. Lieu commun. Lieu commun. Mourir. Lieu commun. Commun. Immeuble. Ce lieu commun. Mégalopole. Le lieu commun. Bienvenue dans le lieu commun, le podcast des amoureux et amoureuses de la ville. Un mois a passé et on se retrouve déjà pour ce second épisode. Avant de commencer, nous souhaitons toutes les trois vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à notre pilote. On espère que la suite vous plaira tout autant et que nous aurons un peu moins de difficultés pour poster l'épisode sur iTunes. Encore désolé, by the way. Désolé. Il est temps désormais d'aborder le sujet de notre second opus. Et cette fois, on n'a pas manqué d'ambition. On a visé grand. On a voulu toucher le rêve, sentir la magie du vaste et beau monde du cinéma. Et sa relation passionnante avec ce personnage peu anodin qu'est la ville. Ce sujet est tellement immense qu'il ne s'agira bien entendu que d'un effleurement que nous approfondirons au fil des futurs invités qui viendront échanger avec nous. Donc armons-nous de patience, aujourd'hui, la ville derrière l'écran. Chapter 1. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. No, make that he romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Comme dans l'épisode précédent, nous échangerons ensemble sur deux sujets. Dans quelle mesure la ville apporte quelque chose aux fictions cinématographiques et sérielles, et comment, en retour, le cinéma crée et nourrit les imaginaires urbains. Un épisode qui s'attaque pas du tout à des sujets monstrueusement complexes, donc. Exactement, donc histoire de le rendre totalement digeste, on retrouvera bien entendu un petit « Tout le monde déteste les architectes » sur la ville dans le cinéma muet des années 20. Ou pas, hein, vous verrez. Non ou pas. Mais pourquoi ? Ok. Bon, et bien sûr, nous retrouvons également un nouveau pailleton turfu. C'est bon les filles, vous êtes bien installées ? On peut y aller ? Ouais, allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Commençons doucement. Pour vous les filles, comment la ville, restons larges, nourrit les fictions ? Bon, je sais pas pour vous, mais pour moi en tout cas, il y a certains quartiers, il y a certains lieux de la ville qui possèdent des ambiances qui sont très particulières et qui m'inspirent beaucoup. Du coup, je me dis que pour le cinéma, c'est un peu pareil. Je veux dire qu'il y a certaines rues de Montmartre ou de la Butte aux Cailles, par exemple, à Paris, qui sont parfaites pour faire, par exemple, un trailer des années 30, surtout de nuit. Il y a d'autres endroits qui sont un peu plus chaleureux, comme la rue Crémieux, par exemple, à Paris, où il y a des petits... les maisons sont colorées, c'est assez propre, il y a des petites jardinières. Ça fait beaucoup plus gai et comédie ou romance. En fait, chaque lieu a son atmosphère et celle-ci, elle peut servir pour apporter une intrigue ou une fiction cinématographique. Et la ville, elle devient un personnage. Elle a un rôle clé dans l'intrigue, comme par exemple dans Master of None, où New York est dépeinte de manière assez réaliste. Où l'intrigue, finalement, elle s'appuie sur la diversité de ces ambiances pour dessiner l'intrigue. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi j'en pense que la ville représentée, c'est aussi quand même le résultat du travail du réalisateur, quoi. Enfin, tu vois, la ville, elle est pas déterminée. Enfin, un réalisateur peut décider que son film se déroulera à New York, et pourtant, c'est pas le même New York qu'on va retrouver dans Je suis une légende avec Will Smith, où il est seul, il déambule seul dans une ville post-apocalyptique, tu vois, ou dans le Annie Hall de Woody Allen. On est carrément sur des représentations complètement différentes de New York. En fait, la ville devient un peu le décor souhaité par le réalisateur, qui la transforme, qui y appose sa patte, ses couleurs, ses ambiances, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Je suis d'accord. Mais t'auras du mal à faire un film de science-fiction dans une ville médiévale, par exemple. Ou un trailer policier dans un parc d'attractions. Après, oui, certaines intrigues, justement, jouent sur le décalage ou peuvent complètement transformer un endroit en le maquillant ou en le transformant finalement en décor. Perso, j'ai vraiment beaucoup envie de voir un thriller dans un parc d'attractions ou de la SF dans une ville médiévale, où en fait, voilà, à partir du moment où justement on sort du canon classique de la ville romantique, des choses comme ça, où on va apporter quelque chose de plus différent, moi ça m'intéresse toujours, parce que c'est
de nouvelles manières de faire dialoguer une fiction avec la ville, et pour moi ça veut dire autre chose, et c'est toujours très intéressant de voir de nouveaux schémas qui apparaissent. Ah mais carrément, enfin je suis même super pour ce genre de choses. Mais c'est seulement que c'est beaucoup plus rare au final, on retrouve moins. Ce qui est dommage, hein, mais c'est plus rare. Pourtant, on a quand même quelques exemples, bon, plus ou moins heureux, hein, de croisement de genre, d'anachronisme, d'utilisation à contre-emploi de lieux. Je sais pas, par exemple, qui se souvient de l'improbable Cowboys and Aliens, sorti en 2011 avec Daniel Craig et Harrison Ford, où les aliens débarquent à l'époque du Far West. Fallait quand même y penser, hein. Et puis, on parlait de parcs d'attraction, Morgane, tu nous parlais de parcs d'attraction, mais genre, par exemple, c'est un lieu assez prisé des films d'horreur, hein, c'est un des bons lieux où qu'on retrouve, que ce soit dans Destination Finale 3, Hellraiser 2, et le bien nommé, attention, alors lui je l'ai beaucoup aimé en faisant mes recherches, Massacre dans le train fantôme, qui est un très beau nanar sorti en 1981 et dont toute l'action se concentre dans un train fantôme désert, pas très très accueillant. Qui aura le courage d'affronter les terreurs sans nom du train fantôme? Qui sera assez brave pour oser s'aventurer dans son univers de ténèbres et d'angoisse? Ce que je trouve bien avec ce petit échange là qui commence, et je vais peut-être juste faire un pas en arrière histoire d'élargir un peu le sujet, c'est que je trouve que les sujets que vous abordez sur un peu cette réalité, enfin, sur comment la ville est représentée, comment c'est la patte de quelqu'un qui va poser une vision ou qui va s'en servir, etc. Pour moi, ça fait partie de ce qui est un peu le débat sans fin du cinéma, où il y a depuis même les origines du cinéma cette question de est-ce que la caméra est objective ou subjective? Quelle est la nature de l'image? Est-ce que l'image est véridique? Est-ce qu'elle montre du vrai, du vraisemblable? Est-ce que non, justement, c'est une manipulation d'un réalisateur d'un lieu? Est-ce que ça montre vraiment les lieux? Quelle est la vraisemblance, la réalité? Quelle est la nature des lieux et des actions que la caméra capture? Enfin bref, on sort clairement de notre sujet, et ce serait vraiment un pavé intellectuel à analyser, mais c'est quand même intéressant de voir que quand on se questionne sur la ville et sa représentation, il y a forcément ces sujets-là qui reviennent sur les devants de la scène. Et sans rentrer dans les détails de la réalité, entre guillemets, des représentations des villes au cinéma, on a quand même différentes écoles, et bien sûr différents budgets en lien avec les genres, entre par exemple la représentation de la ville qui va en fait être au cinéma un décor, donc fait dans un studio, un décor qui va être en extérieur dans la ville où a lieu la fiction, et même des fois, un décor en extérieur qui n'est même pas dans le lieu où se passe le récit, ni dans le même quartier, et on va vraiment être sur l'illusion d'une ville pour en représenter une autre. Une déconstruction ou une reconstruction plutôt, quoi. Ouais, ou soit tu vas dire, je vais faire cette ville, par exemple je vais représenter, par exemple c'est ce qu'il y a pour le film Valmont, donc avec Colin Firth, qui date des années 1984 non, 1989. C'est plutôt Liaison dangereuse, non? Non, en fait, il y a eu deux c'est- films. En fait, t'avais Colin Firth avec John Malkovich et je sais plus comment il s'appelle. Et l'année, celui qui a eu tous les Oscars et tout. Et l'année d'après, le choix de calendrier, t'en as un avec Colin Firth. C'était la mode. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu un sujet, mais en fait, je pense qu'ils étaient en production à peu près au même moment. Mais bon, il est sorti un an après, et en fait, ce qui fait qu'il est un peu connu, c'est apparemment c'est le premier film de Colin Firth. C'est ça, il est rentré dans les annales pour ça. Mais et donc il s'appelle Valmont, et en fait, il était censé avoir le Paris historique. Et sauf que le Paris historique, il est un peu, enfin, tu peux le trouver, mais c'est quand même un peu difficile quand même. Et en fait, ils ont tourné à Bordeaux voilà. Et donc c'est pas Bordeaux. Bordeaux se fait passer, enfin, a été grimé en Paris du siècle des Lumières, quoi. Je dis arnaque. Ouais, franchement. Mais c'est très commun, enfin. C'est super commun de. Et même en plus, généralement, tu fais en sorte que tous les tournages soient côte à côte, donc pour faire des économies de production, donc il y a une économie de tout ça. Sachant que déjà tourner hors d'un décor studio, c'est un autre budget que de rester justement enfermé toute la journée dans un studio qu'on peut modifier à souhait, à guise, quoi. Surtout que ça, autre chose, quoi. J'y pense là, mais il y a aussi la question du numérique, où au final, il y a beaucoup de grosses productions, au final ça devient un écran vert, et la ville elle est numérique, et on a plus ce rapport-là, une matérialité, et on peut tout construire différemment. Donc c'est aussi un autre sujet que là on n'abordera pas, mais il y a la question du numérique dans la représentation des villes, parce que là on est soit dans la reproduction, enfin... On pourra en parler aussi d'ailleurs pour les séries historiques, où souvent c'est utilisé, parce que c'est super dur d'avoir une ville, de reconstituer toute une ville ancienne, etc. Donc clairement. on en reparlera une autre fois.
Ou Mais, à contrario, les villes justement qui sont complètement utopistes, futuristes, Ouais, où là clairement. c'est très compliqué de trouver quand même de la matière dans d'autres villes existantes, même si ça existe, hein, mais Regarde, Blade Runner, ça a bien été tourné à Los Angeles, tu vois. Donc, clairement, c'est pour oui, ça que c'est ça, ça, c'est existe, que- on a quand même C'est un des mix à exemples. chaque fois des deux. Hein. Je veux pas à chaque Ouais. fois ressortir à Braxas, mais voilà, hein, voilà, Ça va finir je vais le faire jusqu'à ce qu'on en parle, voilà. officiellement. On le fera bientôt, on le fera bientôt. Mais c'est un autre sujet. Donc, et puis toujours dans cette réflexion de comment la caméra va transformer la ville, c'est-à-dire que le produit fini qu'on regarde dans une salle de cinéma ou sur sa tablette, au final, elle va nous présenter une ville qui a été reformée, dont la géographie a totalement évolué. Par exemple, un truc tout bête, donc moi j'ai 2 exemples, c'est t'as Minuit à Paris, ou si on prend le cas parisien, quand Owen Wilson se balade de nuit dans Paris, si on essaye de refaire le même chemin que lui, bah, il va y avoir des trous dans la carte, on va passer, on va changer de quartier, d'arrondissement, c'est... Parce que la serait volonté trop. d'Woody Allen, qui est on va faire une vision de Paris romantique, machin et tout, Quoi. on est vraiment resté dans la carte postale, on passe de Montmartre au centre-ville, c'est juste Par- impossible Par géographiquement. Barbès, qui est quand même un quartier hyper sympa, hein. On ne juge pas. Étrangement, Mais non, mais... Pas très Paris, enfin comment dire, pas très dans les grilles de CNN ou de la Fox, pardon, qui va nous parler de no-go zone, quoi. Exactement. Et donc, il y a aussi un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est aussi dans un gros blockbuster carabiné, avec Wolverine, il me semble que c'est Le Combat des Immortels, donc celui qui se passe au Japon, et où t'as toute une scène de course-poursuite qui part dans un temple, et qui part sur le métro, enfin, donc tu traverses vraiment la ville où tu passes d'un temple classique à la modernité. Et je crois que c'est un blogueur, c'est un couple de blogueurs BD qui ont vécu au Japon, où en fait ils ont repris toutes les scènes du film et les ont confrontées avec la réalité. Et en fait, bah, tu te vois que non, tu passes pas d'un truc très traditionnel japonais, classique avec les temples, à la ville moderne. Et en fait, non, c'est qu'elles sont côte à côte et dans la réalité des choses. Donc je vous mettrai le lien du blog avec l'article dans la description sur le SoundCloud. Très intéressant. Mais c'est un article très intéressant qui est peut-être un peu, mais quand même qui est très intéressant. Pour revenir à ce que je voulais en dire, je pense que tout ça, ça montre juste que le cinéma, il joue avec ses armes pour manipuler la réalité et donner un sens à ce qui met en image. Donc il y a le montage, il y a le choix des points de vue, il y a les axes de caméra, et voir comment il montre la ville. Enfin, il y a l'idée aussi que il va montrer la ville d'une certaine manière pour avoir du sens dans son récit, dans la symbolique de ce qu'il porte. Et pour les urbanistes que nous sommes, c'est le moment où on a une lecture sur la ville filmée par rapport à un contexte urbain et à une image cinématographique qui devient intéressante à mobiliser. Et justement, il y a des urbanistes, il y a des sociologues et pas mal de chercheurs de la ville qui se sont interrogés sur les liens entre ville et cinéma, avec des entrées parfois très différentes de la nôtre d'ailleurs. Mais bon, si on reste sur notre première question, qui est les apports d'une ville à une fiction cinématographique, il y a une classification qui est intéressante à regarder. Donc c'est Elena Dagrada, qui est maîtresse de conférence à l'université de Bordeaux, et dans un ouvrage collectif qui s'appelle « Un nouvel art de voir la ville et de faire le cinéma », elle va énoncer un principe. Donc ça, c'est dans une introduction sur son analyse du film Manhattan de Woody Allen. dont on vous a d'ailleurs gratifié à l'introduction de ce petit podcast. Tout à fait. Et donc, en introduction de l'analyse de ce film, elle exprime, en fait dans ces termes-là, sa conviction qu'au moins 2 types de villes existeraient au cinéma. D'une part, il y aurait les villes-fonds, et d'autre... Les fameuses. Les fameuses villes-fonds. Et d'autre part, il y aurait les villes-personnages. Elle précise sa pensée en disant que si d'un côté, certaines villes se donnent essentiellement en tant que villes-fonds, voire en tant que villes relativement neutres... Genre Périgueux. Je connais assez mal Périgueux. Je sais pas s'il y a beaucoup de C'est films qui ont été Périgueux. tournés à Périgueux. Bah c'est relativement neutre, donc voilà, la réseau Périgueux. Donc, Je t'ai perdu oui, la tu m'as... En plus, je fais une citation, donc c'est pas du tout compliqué de la retrouver. Navré. Je te pardonne. Donc, voir en tant que ville relativement neutre, et pour cela, capable d'incarner n'importe quel paysage urbain. C'est ce qu'on disait par exemple tout à l'heure avec Bordeaux, qui d'accord, c'est là où j'ai pris la référence. D'autres villes, au contraire, s'imposent de par leur forte personnalité, universellement connues et quasiment impossibles à dissimuler en tant que ville-personnage. Elle précisera d'ailleurs plus loin quelles sont les caractéristiques justement de cette forte personnalité. Donc pour elle, les critères qui font cette forte personnalité, ce sont la physionomie architecturale immédiatement reconnaissable,
leur identité géographique et leur profonde connotation culturelle. Par exemple, elle va parler de la dualité entre East Coast, West Coast, ville de l'ancien... Enfin, le vieux continent versus les États-Unis, donc il y a tout ça. Personnellement, dans cette liste, j'ai bien envie de rajouter l'imaginaire urbain, mais je suis pas maîtresse de conférence. Oui, mais on peut quand même se permettre, je pense que là on a lu des petites choses, Voilà. tu t'es cultivé sur le sujet, mais je pense que Soyons, oui, j'ai pioché dans ma bibliothèque. Bref, donc si on revient à notre question de base, encore une fois, je pense que certaines fictions cinématographiques ou sérielles s'appuient sur le statut des villes-personnages de certains lieux urbains pour nourrir justement l'histoire des personnages qui sont mis en scène. Le contexte de l'action et bien entendu l'enchaînement du récit. C'est vrai que par exemple dans Sin City, la ville de New York, elle devient un véritable personnage. Elle est transformée pour devenir noire et blanche déjà, et avec une esthétique qui est hyper léchée quoi. Enfin, et du coup, dès la scène d'ouverture, on voit ces gratte-ciel, ces lumières, il y a un petit air de jazz qui nous installe un peu plus dans l'ambiance sombre du film. Et la ville paraît froide et distante, alors que dans d'autres cas, New York, elle peut être hyper chaleureuse, par exemple dans les comédies de Noël ou les films romantiques. Le retour de la caution fleur bleue. Je sais pour les gens qui ont écouté le premier épisode, nous avions déjà la caution fleur bleue avec Vienne, portée par Lucie. Et bien là, c'est la caution Santa Claus. Voilà. Ou alors, par exemple, dans l'excellente série Master of None, voilà, j'en reparle, où la ville, elle est plus réaliste. Et on découvre en fait ces endroits du quotidien, sa diversité culturelle, des lieux où il fait bon vivre, quoi. Très bonne série par ailleurs, sur laquelle tu n'as pas du tout accroché, Morgane. Mais alors j'ai compris l'idée de dire que c'est, enfin ce que t'appelles ville réaliste, pour moi ça rejoint le propos de neutre, dans le sens où tu sais que c'est New York, mais que tu vas pas avoir eu tous les gros symboles new-yorkais qui t'ont éclaté au visage. C'est que tu sais que c'est à New York, mais vu que t'es dans le quotidien des gens, t'as pas besoin de montrer l'extraordinaire et de la représentation un peu... Quelques petites scènes à Central Park. Oui, mais je suis pas arrivée jusqu'au bout. Je suis clairement arrêtée à l'épisode 5. Mais non, c'est pas que j'ai pas apprécié, mais voilà, enfin... Non, mais je suis restée sur Brooklyn Nine-Nine, désolée. Très bonne série par ailleurs. Très très bonne série. Et moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, d'ailleurs c'était un petit peu le propos que j'avais au début de ce podcast, et en même temps, sans vouloir passer pour la marxiste de service, je trouve que la ville qui se révèle au cinéma ou dans une série, n'est pas du tout la même selon la classe sociale à laquelle appartiennent les personnages. Quand on est dans le Baltimore présenté par The Wire, on est quand même dans un Baltimore des banlieues défavorisées, à majorité afro-américaine, où les trafics de stupéfiants et la violence endogène organisent clairement les rapports de force. Après, c'est The Wire, quoi. C'est-à-dire que c'est la série épluchée par les sociologues, les penseurs de la ville. Enfin, il y a eu vraiment un truc très très fort avec cette série qui est un peu réputée pour être la meilleure série du monde. Yes. Dixit pilote de la chaîne Pilote. Je sais pas, je pense qu'il y en a plein d'autres qui l'ont dit, mais voilà, quand elle est sortie, ça a été un peu un gros truc. Et c'est toujours un exemple, quoi. Oui, c'est l'exemple. C'est l'exemple c'est ça. Et en fait, ce qui est particulier avec The Wire, c'est déjà les créateurs de la série. C'est un journaliste local et un ancien flic, local aussi, et qui ont nourri le scénario et toute l'histoire à partir d'expériences qu'ils ont vécues et auxquelles ils ont assisté ou ils ont été témoins. En plus de ça, il y a eu un parti pris qui était très fort, qui était de dire, les acteurs, on va pas engager des gens qui ont des gueules très reconnaissables, on va engager des gens des quartiers qui ont une histoire dans ces quartiers. Donc par exemple, dedans, t'as des acteurs qui ont fait de la prison, qui ont été dans des gangs, t'as des gens qui ont été témoins de meurtre, donc c'est des gens qui jouent, mais on va dire qu'ils ont été tannés à cette histoire-là, en fait. Ouais, ils racontent une histoire, c'est ça, c'est que c'est pas forcément leur histoire, mais c'est en quelque sorte un peu si, tu vois, ils peuvent s'identifier. Donc derrière cette recherche, il y a vraiment une recherche de véracité, donc pas forcément de vérité, parce qu'il y a il y a eu du scénario qui n'a pas été fixé. Strictement, c'est pas un documentaire, et encore dans le documentaire, on peut reparler de la mise en place de fiction. C'est ça, c'est pas la même. C'est ça, c'est pas le même genre. Mais il y a eu vraiment une recherche de cette véracité qui a marqué beaucoup les esprits et qui a énormément marqué aussi le travail des sociologues. Et le fait qu'il y ait cette précision un peu sur le cas de Baltimore,
il y a eu aussi, c'était précis, mais ça en est devenu universel. C'est-à-dire que beaucoup de sociologues ont dit, si ça se passe comme ça à Baltimore, on peut le retranscrire sur d'autres villes nord-américaines, et à poser cette recherche, ce récit, etc. Ah oui, donc cette série, en fait, elle sert à l'analyse globale des grandes problématiques urbaines, en particulier les problèmes de ghetto et les conflits sociaux dans les villes américaines. C'est une référence pour les sociologues, je l'ai déjà dit, et derrière ça, ça a aussi influencé énormément de travaux qui ont ensuite été repris pour modifier la ville et avoir des réflexions sur, voilà, on a ça, on a fait cette étude-là, comment on le change, comment on intervient. Et donc en fait, on est un peu dans un cercle vertueux où la ville a produit, on va dire, un produit de la fiction, qui a produit une analyse de la ville, qui a produit de la ville, donc c'est hyper intéressant. C'est le cycle de la vie. Le cycle de la ville. C'est le cycle de la vie, mais tout à fait. Mais complètement. Mais avec un parenthèse entre les deux ailes, voilà. parce qu'on est des communicants. Ouais, carrément. Exactement. Puis qu'on aime bien faire des petits PowerPoints. Et on aime les pitchs. Et on aime les pitchs. Et on va bientôt pitcher notre start-up. Bon, voilà, c'était Oui, Rudy. l'instant Macron. Tout à fait. Non, mais Rudy n'est toujours pas là. Hein. Je rappelle que Rudy Rudy est en retard. en retard. Très en retard. Merci Donc, Rudy. Si ça coupe à un moment donné, c'est juste qu'on allait dû ouvrir la porte à Rudy, ne vous inquiétez pas. Tout à fait. Et donc, oui, en effet, je suis complètement d'accord sur cette idée qu'en fait, la ville est un support à la fiction qui va permettre par ailleurs, dans un effet miroir, de procéder à une analyse de la ville. Et donc, on parlait tout à l'heure de The Wire, mais c'est un petit peu le même genre de représentation des quartiers défavorisés qu'on retrouve un peu dans The Get Down, qui était une série de Netflix créée par Baz Luhrmann en 2016, qui a malheureusement connu qu'une seule saison. Hein. Il a été arrêté parce que extrêmement cher par épisode. Oui, c'était... Ça m'étonne pas de lui. D'un côté, c'était Baz Luhrmann. Hein, C'est celui qui bah, fait Moulin Rouge. Ouais, oui, ouais. et puis Roméo plus Juliette, enfin voilà, c'est clairement quand même c'est un bon réalisateur, mais qui avait peut-être une approche un petit peu plus film d'un budget par épisode, quoi. Et du coup, la série, elle retrace la jeunesse de la culture hip-hop dans les années 70, et donc on évolue, les personnages qu'on suit évoluent dans le South Bronx, qui est genre un des quartiers les plus pauvres de la ville à l'époque, et franchement, il y a quand même pas mal de scènes en extérieur, et on est vraiment marqué par l'état de ruine, de délabrement du quartier, hein. Les personnages quand même traversent des rues avec pas mal d'immeubles délabrés, il y a beaucoup d'incendies, il y a beaucoup donc d'immeubles qui sont désertés à la suite de ces incendies, il y a beaucoup de terrains vagues également. Ça me fait penser un peu à Shameless aussi, qui montre du coup l'aspect un peu glauque de Chicago aussi. Genre les espaces un peu périphériques, les Ouais, espaces les pas espaces glamour, pas quoi, cool, qu'on montre pas. Et d'ailleurs, il y a une scène dans The Get Down où en fait les personnages sont encore, les habitants sont soumis à une coupure de courant, et il se trouve qu'ils sont sur le bord du South Bronx, ils ont la vue sur l'Hudson et ils voient en fait Manhattan, et Manhattan est en pleine lumière. En fait, Manhattan est illuminé par l'ensemble des gratte-ciel qu'on peut du coup observer de loin, et on a vraiment cette dichotomie entre la richesse de l'île de Manhattan qui concentre vraiment tous les pouvoirs et toute l'aisance financière économique, et de l'autre part le délabrement et l'isolement des personnages dans le South Bronx. Donc on est loin clairement du New York un petit peu clinquant qu'on peut retrouver par ailleurs dans Sex and the City, série assez iconique de la fin des années 90, début 2000, où les 4 protagonistes, je sais pas si j'ai tous les noms, Carrie, Samantha, tout ça, oui j'ai beaucoup regardé, j'ai l'intégrale chez moi et j'assume. Et du coup en fait on voit les 4 protagonistes qui vont de bars branchés, en expo avant-gardiste, en boîte à la mode, etc. Donc en tout cas, si on peut comparer un peu ces facettes de New York, hein, parce que là on a parlé beaucoup de séries, mais si on reprenait des films, on pourrait un petit peu opposer en fait les bas-fonds qui sont représentés par un film assez connu comme Les Affranchis, aux lieux de pouvoir qui sont eux plutôt le centre de l'action d'un film comme Le Loup de Wall Street. Mm-hmm. 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 Come on. Mm-hmm. 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 With a common denominator. Mm-hmm. 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 Bon, je propose que l'on fasse une petite pause dans l'échange avec le Tout le monde déteste les architectes. Ça vous va ? Bah justement, on voulait te parler de ta chronique. Comment ça ?
Morgane, on sait que t'avais pas préparé quelque chose là hein, pour ta chronique, mais... Mais oui, le cinéma, enfin la ville au cinéma, dans les années 20, dans le cinéma muet. Mais du coup, en fait, on a décidé de manière concertée et unanime Ouais. avec Lucie et puis sans toi du coup, hein, qu'on allait plutôt te donner un défi en fait. Un défi. Ouais, hein, vu que tu nous parles dans l'urbain, souvent utilisé comme décor dans les films ou les séries. C'est vrai que ça pourrait le faire, mais c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour que j'évite l'exposé de 3e en fait. T'as tout compris, Monique? Allez, pioche. Ah, faut que je pioche. Bah ouais. Oui. Allez, Bah, c'est dans la parti. machine. C'est moi où il y a eu du budget là dans la pioche. Bon, j'ai pioché Times Square. Donc vous voulez que je fasse une analyse architecturale de Times Square? Ouais, exactement. On va avoir un problème. Et lequel? Fermez les yeux. On n'est pas filmé, tu sais. Fermez les yeux, ce sera quand même plus facile. Lucie, est-ce que tu peux me décrire Times Square? Times Square, c'est une immense place à New York qui brille de mille feux le jour, la nuit. C'est le cœur de New York, c'est un symbole fort. Ça m'évoque un peu l'immensité du capitalisme, tu vois, enfin. Et Mr. Robot. Ok. Claire, à ton tour, est-ce que tu peux me décrire Times Square, s'il te plaît? Un carrefour de grandes artères, une sorte de cœur un peu vibrant, qui est reconnaissable avec les pubs gigantesques, qui ornent un peu les façades des immeubles alentours. Très bien, ouvrez les yeux. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ressemblent les immeubles sur lesquels sont accrochés les panneaux? L'époque de leur construction, leur style, leur matérialité? Non. C'est vrai C'est que... des bâtiments, quoi. Ouais. On voit plus les panneaux devant, quoi. Voilà le souci, je suis incapable, tout comme vous, de vous parler de l'architecture du quartier, parce qu'elle est dissimulée, et ce qui est principalement perçu, c'est un aménagement de publicité, de lumière et d'écran. Donc, tu vas nous faire un bilan énergétique de Times Square? Non, j'ai pas prévu de synthèse thermique, je suis pas vraiment douée en ça. Et urbanistiquement. Alors là, déjà, c'est plus accessible. Hein. Il serait même plus facile de dire qu'on peut faire une analyse urbaine de Times Square et surtout qu'on peut analyser sa portée symbolique pour New York à travers le temps. Parce que Times Square, c'est directement un des lieux auxquels on pense quand on parle de New York. Et qu'il est très présent dans les imaginaires collectifs, mais surtout, Times Square, c'est un lieu qui dit beaucoup sur la ville elle-même, ce qu'elle vit, ce qu'elle renvoie. Le Times Square d'aujourd'hui, c'est la ville qui ne dort jamais, celle du mouvement perpétuel des piétons, des taxis. C'est le cœur d'une ville dynamique, place forte de la culture, de l'économie, et ce qui définit Times Square, c'est le flux. C'est ça, c'est le mouvement, c'est pas la brique ni le verre, c'est le flux, c'est le mouvement. Au point que, quand Times Square est à l'arrêt, c'est la mort de la ville. Tu fais à nouveau référence à la scène dans Je suis une légende? Exactement. Après, ce qui est très cool avec Times Square, c'est qu'on peut suivre l'évolution de New York en la regardant. Par exemple, dans les années 70-80, c'était pas du tout les mêmes bails. C'était un quartier chaud avec des cinémas qui diffusaient des pornos, des panneaux lumineux qui indiquaient les sex shops et les pipe shows. Sans parler de la prostitution, de la drogue... Attends. Tu veux dire qu'à un moment, Times Square, c'était la place Pigalle de New York? Je suis choquée, là. Oui, c'était ça, en vrai, c'était ça. Sinon, vive la drogue. Mais allez, on repart sur sex, rock et rock'n'roll. Voilà, à c'est... nouveau. Un autre des sujets favoris de Lucie. Hein, Voilà, just c'est ça. saying. C'est un peu inquiétant d'ailleurs. Mm. Faudrait que peut-être que tu consultes ou... Ah non, j'ai abandonné. T'as Enfin, abandonné. Revenons à nos moutons. C'est ça. Et donc, clairement, la représentation du Times Square de l'époque, c'était une ville qui était au milieu des mouvements pour les droits civiques. Donc ça s'inscrivait totalement dans la lutte des droits à l'époque des émeutes de Stonewall, qui a donné les Prides qu'on va vivre là, c'est le mois de la Pride. On est le mois de la Pride. En effet. Après Pride Month. Donc c'était aussi les squats, c'était les ateliers d'artistes, Pasca, Kissaring, tout ça. Puis, ah oui, donc bien sûr toujours la mafia et la prostitution. Hein. Ça avait l'air cool. Ben oui, Surtout la mafia et la prostitution, n'est-ce pas, Lucie? Toi, je veux pas te faire regarder de films de gangsters. Hein. Interdit de regarder Les Affranchis. Moi aussi, j'adore. un cooptique pareil, interdit. Et donc, il y a eu les rénovations urbaines de ce quartier-là, et en fait, ce genre d'activité s'est délocalisé dans d'autres quartiers de New York. Et par contre, les
théâtre, les panneaux lumineux pour les marques, le décompte de la bourse, on les a remplacés au fur et à mesure. Bon, les théâtres étaient toujours présents, mais ils ont repris le devant de la scène, on va dire. De manière un peu plus De ma- propre. Littérale et léchée. Et donc, c'est redevenu ces éléments-là qui sont devenus les principales façades du croisement. Et Times Square s'est retrouvé à être mis en image, à se diffuser dans l'imaginaire collectif à travers des séries et des films, des documentaires et des images de fond des JT américains, comme étant ce lieu du mouvement et de la culture américaine et des marques américaines ultra présentes. En effet, ouais. D'ailleurs, il y a un matinal très très connu qui s'appelle Good Morning America, dont c'est le fond. Times Square, on a vraiment toujours ce flux bien présent. On le voit partout. On le voit partout. On le voit partout. Et il est partout. Il est partout. Du coup, je pense que c'est la transition parfaite pour la suite. Je pense qu'elle a relevé le défi. T'as pas entendu quoi? Ouais, c'est bon. Tu passes l'épreuve du conseil. Merci Denis Brognard. On ne lui éteindra pas sa torche. Quelle chance. On commence cette deuxième partie de l'émission. Oui. Ouais. Voyons voir en quoi le cinéma peut se nourrir d'imaginaire urbain et justement en produire en retour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous confier un certain ras-le-bol cinématographique. Ah ouais, cool, raconte. Merci. Je ne supporte plus les plans monuments. Les quoi? Les plans monuments. Vous prenez un blockbuster, une comédie, un film romantique qui se passe à un moment donné dans Paris. Paf! Le plan sur la Tour Eiffel. Ou éventuellement un arc de triomphe, voilà. C'est ça un plan de monument. C'est le degré zéro de la réalisation. C'est souvent redondant avec un dialogue, ou un plan sur un billet d'avion, ou un autre élément signifiant de Paris, beaucoup plus subtil, mais pas forcément sans cliché. Ça m'énerve, vraiment. Surtout que, par rapport à des films qui font ça avec beaucoup plus d'élégance, et ça devient juste vulgaire. Ah carrément, je suis tout à fait d'accord. Et par exemple? Inception, il peut y avoir des défauts dans le film, mais pour sa représentation de Paris, c'est nickel. C'est-à-dire que, pour vous rappeler l'histoire, t'as DiCaprio qui va à Paris chercher Ariane, donc une étudiante en architecture. Represent. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Mais on va voir des architectes, des étudiants en architecture pour faire le monde des rêves, écoute, c'est un peu le kiff. C'est cool. Donc, Ariane qui est jouée par Ellen Page, et donc il va la chercher pour qu'elle puisse créer un monde cohérent dans un rêve. DiCaprio lui explique le principe de rêve partagé dans un café parisien assez classique, dans une rue haussmannienne. Et Ariane se rend compte à ce moment-là, en fait, qu'elle est dans un rêve, et là, elle commence à se faire plaisir, et elle retourne Paris, c'est le bordel total, mais c'est quand même une scène très sympa. Donc Paris se retourne, toujours pas de Tour Eiffel, on continue, on arrive sur un plan sur le pont Bir Hakeim, qui, je vous rappelle, pour ceux qui ont du mal avec la géographie parisienne, qui est littéralement juste à côté de la Tour Eiffel. Genre, clairement, depuis le pont Bir Hakeim, tu vois la Tour Eiffel, enfin, elle est présente. D'ailleurs, tu le vois depuis la ligne 6 qui fait entre les deux stations. On a vraiment une très très belle vision de la Tour Eiffel, juste en étant au-dessus de la Seine. Ouais, c'est vraiment un lieu très sympa, si vous avez jamais fait. En plus, le pont est très beau, il est sur 2 niveaux, c'est vrai. Vous le voyez dans le film. Vous pouvez prendre des photos, c'est magnifique. Voilà. Prenez le métro, c'est génial. Voilà. C'est généralement là où les touristes japonais qui sont venus se marier en France font leurs photos. Ouais, et par un groupe de 10, c'est toujours impressionnant. Et donc, Ariane et DiCaprio arrivent sur ce pont-là, donc il y a une petite manip qui fait que ça devient un pont, et malgré la proximité géographique, on ne voit pas la Tour Eiffel. Est-ce que ça peut pas être aussi parce que ça coûtait trop cher? Alors, il y a des droits d'image, je suppose, de la Tour Eiffel, mais moi je pense que j'ai une autre analyse de ça. C'est que Ariane, elle est parisienne. Dans son rêve, pour moi, elle a pas besoin de remettre la Tour Eiffel, tu vois. Elle a pas besoin de dire à son subconscient « Hey, t'es à Paris, regarde la Tour Eiffel! Hey, regarde, t'es à Paris !» C'est son quotidien, quoi. C'est son quotidien. Donc au final, certes, t'es toujours un peu ému quand tu vois la Tour Eiffel, il fait nuit, il y a le faisceau, il se passe un truc, tu vois. Mais là, je pense que, là, dans l'idée de la narration, c'est... Elle est en train de reconstruire un monde. Elle sait qu'elle est dans une sorte de Paris, mais elle a pas besoin de mettre la Tour Eiffel pour savoir qu'elle est à Paris. Contrairement à beaucoup d'autres films où... Et au fait, on est à Paris, t'as vu, il y a la Tour Eiffel. Et on est à Paris, t'as vu, il y a des troquets. Ouais, c'est puis des choses assez improbables, de type des bureaux qui ont forcément tous une vue sur la Tour Eiffel. Ceci n'arrive jamais. Hein. Ouais, c'est je tiens à dire, quand on est dans des bureaux tout pourris,
je sais pas, que ce soit au fin fond de la Défense, à Courbevoie. Déjà, d'ailleurs, les bureaux qui ont une vue sur la Tour Eiffel sont rares. C'est le haut, en fait. Et clairement, alors que dans tous les trucs, tu la vois quasiment en entier, comme si tous les bureaux de Paris, ils avaient leurs locaux dans la cité de l'architecture. C'est ça. Et au niveau du Trocadéro, enfin, ça a juste aucun sens. Mais c'est parce que il y a une construction d'imaginaire et que forcément Paris, symbole la Tour Eiffel, quoi. C'est un moyen. Ce qui est assez redondant parce qu'au final, à Paris, il y a plein d'autres symboles, quoi. Donc, Oui, après, il y a Montmartre aussi, enfin... Ouais, mais la Tour Notre-Dame, Eiffel, français. français... Ouais, mais la Tour Eiffel est un symbole pour réalisateurs paresseux. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et je pense aussi que c'est parce que c'est le truc le plus reconnu internationalement, enfin... Ouais, il y a ça aussi pour d'autres villes, genre tu as un plan de New York, t'as les gratte-ciel, t'as tout ça. Mais je pense qu'après, il y a aussi le deuxième chose, qui est aussi, on va mettre Paris, parce que souvent c'est des plans que... C'est pas le réalisateur qui allait filmer cette tour. Ouais. C'est des plans que t'as un peu comme des banques d'images, en quelque sorte, et que les réalisateurs payent quasiment pas. Et par contre, c'est-à-dire que t'as ta banque d'images, d'un coup, t'as 3 monuments parisiens qui apparaissent, mais derrière, le reste du tournage n'a pas été fait en France. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est aussi une manière de dire, on a transporté... Le récit change d'endroit, mais en fait, on n'a pas vraiment tourné à cet endroit-là, c'est une reconstitution, et on n'a pas payé toute une équipe de tournage qui est partie une semaine à Paris. Donc tu colles un peu les morceaux comme tu peux, avec la colle UU de mauvaise qualité. Donc au final, s'il y a la Tour Eiffel, c'est presque garanti que ça n'a pas été tourné à Paris, quoi. Pas forcément, parce qu'il me semble, regarde Le Diable s'habille en Prada, t'as des plans Tour Eiffel. Ouais. Mais il me semble que ça a été tourné parce que t'as toutes les scènes sur les ponts et tout. Ça dépend de la subtilité, puis aussi ça dépend de la nature des scènes. Si t'as des scènes en extérieur où tu as d'autres, en tout cas en tant que parisien, t'as la possibilité de reconnaître des éléments typiquement parisiens de la rue dans laquelle ils tournent, là tu peux te dire que oui, en effet, c'est également tourné sur place. Ouais, après, si t'as que des scènes en studio, en intérieur, dans des immeubles, etc., là t'es à peu près certain que les mecs ont fait de l'économie d'échelle en juste achetant justement ces fameux plans et en faisant tourner tout le reste à Hollywood, quoi. Ou même à Londres, voilà. Dans les studios, je sais plus comment ils s'appellent, là où il y a eu les Harry Potter et les 007. Et d'ailleurs, il y a certaines fictions qui ont un impact sur l'image de la ville. Enfin, je peux pas m'empêcher d'évoquer le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui a donné à Montmartre un côté très romantique, qui a attiré beaucoup de gens, qui a structuré finalement pour énormément de gens une couche supplémentaire à l'imaginaire qu'il y avait sur Paris, quoi. Depuis 2 ans, le célèbre bistrot où travaillait Amélie Poulain est devenu un lieu de pèlerinage, presque au même titre que l'Arc de Triomphe ou le Sacré-Cœur. C'est vrai, j'ai vu le film 3 ou 4 fois. Et j'ai aussi le DVD. Ça a été vraiment, il y a eu un Paris avant Amélie Poulain et un Paris après Amélie Poulain, au sens où en fait les gens qui venaient ensuite sur Paris étaient limite déçus de pas redécouvrir le Paris de Jean-Pierre Jeunet, c'est-à-dire un Paris sans tag, etc. Et encore maintenant, en fait, quand on voit les commentaires des personnes qui vont faire commenter le film sur des Sens Critiques ou autres sites, etc., reviennent pour dire oui, ça c'était le beau Paris dans le temps, c'était le Paris sans les tags, sans déchets au sol, etc. C'était le Paris propre. En fait, c'est un Paris fantasmé. Oui, ça donnait complètement une image glamour de Montmartre, alors que si tu y vas, tu vois bien que c'est pas ça, quoi. Enfin, après, il y en a un peu quand même, parce qu'il y a des coins de Montmartre, clairement, allez voir la Villa Léandre. C'est très très mignon, la Villa. On descend de Montmartre, vous venez de voir le Sacré-Cœur, vous descendez une rue, et là vous vous retrouvez dans une rue londonienne, avec des paquebots typo Londres et tout. C'est assez... Il y a un peu, genre, j'ai passé le portal, c'était un peu... Voilà. Mais en vrai, je pense que pour Montmartre, c'est encore plus ancien, parce que déjà t'as la couche, ce que tu disais, la couche parisienne de base, ou ville de l'amour, du love, ça. Moi, fais-moi des bisous. Mais, et après, bon, il y a déjà eu des films romantiques en plus déjà à Montmartre, t'as les films de Renoir, tout ça. Pas sûr que ça soit romantique, je crois que ça parle quand même de prostitution, je sais plus trop. Mais... tu sais, à l'époque, la prostitution faisait partie de la cour, et de l'amour et du romantisme. La Dame aux Camélias, elle est à Montmartre, la Dame aux Camélias. Bah ouais, et Moulin Rouge. Voilà. De toute façon, Montmartre, à une certaine époque, était le Paris des demi-mondaines. C'est là où vivaient toutes les grisettes et les filles qui essayaient de se faire un nom, souvent en faisant usage de leur corps, bien entendu. Puis t'avais les ateliers d'artistes, donc Toulouse-Lautrec qui étaient là-bas, donc il y avait un peu cet imaginaire
cet imaginaire du Paris des années folles, etc., qui est resté et qui est encore bien dans les murs, surtout que la particularité de Montmartre, je fais le point géologue et architectural, c'est qu'il y a un côté encore assez village, il y a des maisons, enfin un truc pas très... Et c'est en fait un truc tout con, c'est que Montmartre, c'est construit sur la butte, donc la butte de Montmartre, et Oui, en bah fait oui. en dessous c'est un gruyère, c'est-à-dire que c'est les carrières en dessous. Donc C'est clairement impossible. on peut quasiment plus construire, c'est très C'est compliqué. impossible. Puis Et, la il y a des- topographie aussi qui Mhm. fait que c'est pas évident de mettre des tours là-dessus. Ouais, non mais On c'est sûr qu'en pourrait fait tu peux toujours, pas... hein, On peut, mais en l'occurrence c'est que tu creuses, t'as tout qui s'effondre en fait. Ouais. C'est pour Et ça c'est qu'en un fait, des gros dangers. Au haut de la butte, on n'a pas des immeubles, enfin ou des maisonnettes qui font plus de 2-3 étages parce que sinon tout s'effondre. Parce qu'en effet, pendant de nombreuses années, ça a été les fameuses carrières. Et d'ailleurs, certains quartiers du 18e s'appellent Grande Carrière. C'est un nom qui n'a pas changé et donc qui est un peu témoin de ce passé, de cette activité un petit peu d'exploitation des sols, quoi. Il y a des images d'archives où tu vois les rues qui se sont effondrées et qu'ils ont dû Mm. reconstruire et tout ça. Enfin, c'est assez fou pour Montmartre. Si on revenait à notre sujet, Ouais, c'est une On bonne s'égare. Mais Claire. donc oui, en effet, nous parlions de Montmartre et du phénomène d'Amélie Poulain, mais le cinéma et les séries également, ne les oublions pas, sont clairement un fonds de commerce pour les villes. Hein. Le Centre national cinématographique d'ailleurs souligne une hausse de la fréquentation touristique des territoires grâce aux séries et films. Pour prendre quelques exemples, hein, juste le film par exemple Dunkerque, cette très belle ville de Dunkerque, Magnifique. voilà, donc réalisé par Christopher Nolan, qui a tourné en fait l'ensemble de l'action sur la plage même de la ville. Hein. On n'est pas du tout dans une reconstitution dans d'autres territoires, dans d'autres pays, voire même en studio. Là, on est vraiment sur la plage de la ville. Et bien, ce film a généré un bond de fréquentation touristique de 25% pour la ville de Dunkerque. C'est quand même pas rien parce que je pense que Dunkerque au départ, c'est pas non plus la destination touristique de l'année, quoi. Donc pour une ville, c'est quand même une belle manne financière. Et ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer, il faut sauver le soldat Ryan, il n'a pas été tourné en Normandie. Ah, Donc au c'est contraire. pas du tout le même... D'ailleurs, les Normands ont une dent contre Steven Spielberg à cause de ça, parce que en fait, aucune scène n'a été tournée en Normandie, alors qu'on a quand même une scène de débarquement longue, très impressionnante. culte. La hein, triche. Ouais, c'est- et voilà. Mais après, je pense, même si ça n'a pas été tourné là-bas, je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont dit après le film, ah, il faudrait que j'aille le voir, tu vois. Il y a un petit côté, je pense, justement, pèlerinage pour les gens qui ont bien aimé un film. Et d'ailleurs, c'est loin d'être seulement des Français curieux qui viennent sur les lieux de tournage en France. Parce que là, j'ai plutôt eu des études françaises concernant ces chiffres. Mais par exemple, il y a eu un film bollywoodien en 2015 qui est sorti en 2015 qui s'appelle Tamasha et qui a été tourné en partie à Bastia. Et la Corse, en fait, à la suite de la sortie de ce film, a vu le nombre de touristes indiens augmenter de 30%. Donc c'est quand même pas rien, et c'est quand même pas un effet commun, on va dire, pour un film aussi éloigné. Du coup, ce rayonnement cinématographique constitue même donc forcément un bon filon pour les agences de voyage qui l'ont senti venir, hein, et qui vendent des séjours qui sont uniquement tournés sur la visite des lieux de tournage et des films comme des séries. Donc c'est un terme assez récent qui s'appelle le set jetting et ça se décline à l'infini, hein. Clairement. On peut faire vraiment des visites de lieux de tournage pour à peu près tout. Et ce qui est quand même pas bête, hein, de réagir là-dessus, quand on sait qu'un voyageur sur 5 choisit ses destinations de vacances en fonction de ses séries préférées. Notons que notre bon ami Philippe Gargoff, de Pop-Up Urbain, en a d'ailleurs parlé dans sa dernière vidéo, Fenêtre sur la ville, consacrée au lien entre cinéma et ville. Salut, c'est Philippe et bienvenue dans Fenêtre sur la ville, la série de vidéos proposée par Pop-Up Urbain et Demain la ville. Les grands esprits se rencontrent. N'est-ce pas, Philippe? Clin d'œil. Tu vois, on a fini par parler de toi, t'es content? Je pense qu'il va isoler ce moment de l'épisode. Et on va faire sa sonnerie de téléphone. Voilà, tout à fait. Excellent. Mais donc pour revenir par rapport à ce que tu disais sur les tours opérateurs, moi j'étais à Belfast il y a pas très longtemps. Et clairement, il y a Game of Thrones qui est tourné là-bas. Et en fait, t'as vraiment les tours de bus, les circuits touristiques où aller voir les décors, machin et tout. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est pour avoir des amis qui vivent là-bas et qui m'ont raconté un peu ce qui se passe au-delà du tournage. C'est-à-dire que les acteurs, les équipes techniques vivent là-bas pendant minimum 1 mois. Et donc ils sortent, ils vivent, ils consomment sur place. Et donc tu te retrouves, t'es en train de boire un coup avec tes potes dans un pub à raconter de la merde, et tu fais c'est bizarre, le mec en face là-bas il ressemble vachement à l'acteur qui joue Jon Snow. Et t'es là, t'es avec tes potes et tout en train de bouffer tes cacahuètes, et fait putain mais il y a une meuf qui vient d'arriver, elle ressemble vachement à Daenerys quoi.
mais pourquoi il y a le mec qui joue Jorah Mormont avec, tu vois, et du coup, les conversations un peu basses, non mais c'est eux, mais non, on va pas les prendre en photo, donc ça change aussi un peu même la vie du quotidien, parce que les gens se disent, ah bah il y a un peu de cinéma, il y a un peu de la magie du cinéma, et ils le voient en direct. Donc, Ouais, puis ça a apporté tellement d'emplois, ça a eu tellement un impact fort sur la ville, bah du coup... tout le monde avait envie d'y aller tout d'un coup. Enfin, je suppose que ça a eu une transformation assez radicale dans la fréquentation, etc. Et il y a aussi la Croatie où finalement il y a certaines villes qui essayent de freiner un peu cet effet de masse parce que bah, tu peux l'expliquer aussi très bien du fait qu'il y a énormément de touristes qui ont débarqué, quoi. Oui, et puis comme les tournages, ça a été fait dans des murailles, dans des fortifications, donc toutes les scènes qui sont à Port-Réal, bah, le souci... C'est Port-Réal, ouais. C'est quel nom de ville, vous vous souvenez J'ai pu... ça commence par un B, non C'est Dubrovnik. Ah. J'y étais prête, je suis dyslexique. Parfait. Il y a un B dans Dubrovnik. Oui, il y a un B, oui. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a tellement de monde qui est venu. Donc au départ, ils ont été très contents, ça a fait un boost dans l'économie, mais le souci, c'est que ça faisait trop de monde pour les fortifications et les murailles, et ça entraînait forcément des dégradations, donc des déchets, tous les mecs qui disent « I was here » et tout ça, enfin tout genre de difficultés, et donc il y a eu un frein qui a été fait, un peu comme ce qui, par exemple, enfin je sais pas si c'est exactement les mêmes systèmes, mais vraiment on a demandé qu'il y ait moins de gens, on a contrôlé les entrées, un peu comme ce que Venise vient de faire, où en gros ils ont installé des portiques, en disant il y a un nombre limité de touristes qui peuvent rentrer dans la ville. Ça, en fait. Nice a fait ça. Venise a fait ça. J'ai vu passer un article là, quoi. Bon, là, on est le 2 juin quand on tourne. J'ai dû voir la semaine dernière. D'accord. En plus des paquebots. Enfin, là, c'est un autre sujet par rapport à notre thème, mais c'est vrai que Venise est en même temps assaillie de touristes par la mer. Les paquebots, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est horrible. J'ai super choquée par ce truc. C'est-à-dire que la première fois, donc t'imagines, donc t'as le poisson de Venise, c'était une île un peu en dessous. Et où t'as assez pareil en bateau et tout, donc piétonne totalement. Et il y a une auberge de jeunesse là. Et je me suis réveillée un matin, 4h, 5h du mat, et là en fait j'ai regardé par la fenêtre, et il y avait un paquebot qui bouffait mais toute la fenêtre en fait. Et c'est tellement hors échelle d'avoir ce... En fait, quand t'es à Saint-Nazaire, tu dis ouais, c'est un paquebot, c'est énorme, tu vois. Mais là, le truc monstrueux dans une toute petite lagune, tu te dis mais le mec il se rate, il reste la moitié de la ville quoi. Ouais. Et surtout que tu sais qu'il y a des problèmes avec l'eau, les puits, et tu dis c'est pas possible quoi. Clairement, nous sommes donc contre les paquebots ici. J'ai une crise d'énervement intense quand j'ai vu ça. Bon bref. On parlait du cinéma là. Oui voilà, c'est ça. Par rapport à Game of Thrones, ça me fait penser qu'il y a la ville de Perpignan qui m'a fait assez rire. Parce que j'ai de la famille originaire de là-bas et du coup j'y suis allée plusieurs fois, donc je sais ce que c'est que Perpignan, voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un espèce de spot publicitaire pour attirer le tournage de Game of Thrones. Alors je sais plus si c'était un spot ou une publicité, mais bon, il y avait un truc où ils ont carrément dit l'équipe de Game of Thrones, venez tourner à Perpignan, c'est super, il y a plein de trucs chouettes, etc. Et on était à une échelle de combien sur un indice de malaise? Je me suis sentie très mal. Très bien. Mais bon, après voilà. Bon, du coup, ils essayent d'attirer le tournage pour relancer, tu vois, le tourisme. Donc tu te dis que si une collectivité est à ce point demandeuse par rapport à ça, c'est que ça a un impact assez fort, quoi. Même au niveau de l'imaginaire, parce que forcément ça pousse les gens à aussi avoir une autre image finalement d'un territoire ou d'une ville, etc. quoi. Sans compter que c'est en plus forcément créateur d'emplois pour une ville à l'échelle d'un territoire, justement c'est des emplois qui sont pas délocalisables. C'est clair, c'est clair. Et pour ma part, j'avoue que je suis assez friande de ça, d'aller finalement sur des lieux de tournage, etc. parce que forcément, tu vas retrouver un peu l'atmosphère que tu as pu voir dans certains films, que tu as envie de retrouver. Je pense par exemple à Stockholm. Dès que j'y suis allée, j'ai pensé finalement au film The Girl with the Dragon Tattoo. Et dès que je suis revenue, hop, je l'ai regardé, j'ai retrouvé certains aspects de la ville que j'avais pu découvrir là-bas. Je suis allée aussi à Greenwich Village juste parce que ça a été un lieu de tournage assez iconique où il y a eu des passages filmés par exemple pour Pirates des Caraïbes ou alors Sherlock Holmes ou même Thor, la scène mythique où t'as
vaisseau alien qui arrive, etc. Donc voilà. Tu l'as aussi fait pour l'espace à Braxas, on va le redire aujourd'hui. Mais... Oui, exactement. Oui, après il y a des lieux de tournage qui sont un peu plus près. Puis après il y a aussi le côté se plonger dans un univers. Par exemple pour Rome, c'était agréable de retrouver un peu l'univers de la série des Borgia, où tu retrouves les familles que tu as découvert et que tu vois qu'ils ont vachement structuré la ville. T'as Ou aussi alors, la Dolce Vita, ouais, Rome, bien sûr. qui est le film justement qui a incarné Carrément. Rome. Et t'as envie aussi de retrouver ça, et tu le découvres pas dans certains quartiers, mais du coup tu vas dans le quartier spécifique qui te fait penser à ce film. La Fontaine Il y a la Fontaine. de Trévis. Exactement. Et aussi, par exemple, Prague, qui est l'endroit où toutes les séries... je regarde beaucoup de séries, par exemple, historiques de la BBC. Ils vont tous là-bas pour avoir des décors assez somptueux, assez sympas. Quand on est au cinéma, on voyage. Et donc forcément, ça nous donne envie d'aller rencontrer des endroits qu'on côtoie le temps de ces intrigues. C'est une belle conclusion. Exactement. C'était pas du tout écrit. Mais j'entends venir comme un petit pailleton turfu. Vous en avez assez de votre intérieur ordinaire et de votre bourgade ennuyeuse? Vous avez toujours rêvé de mener la vie trépidante des héros du petit écran? Trouvez l'habitation de vos rêves dans la fabuleuse Bobbytown. Serez-vous un des joyeux colocataires de la série How I Met Your Mother ou le fier propriétaire de la maison de Don Draper? Pour le savoir, prenez vos valises et embarquez dans la folle aventure que vous réserve votre futur chez vous. Si vous hésitez encore, écoutez les témoignages des habitants qui ne perdent pas une occasion d'exprimer leur joie de vivre dans les pas de leurs personnages préférés. Rendons visite à Émilie et Julia, jeune habitante de Bobbytown, qui ne tarissent pas d'éloges à propos de leur logis inspiré de Friends, leur série favorite. Je vis dans l'appartement de Rachel et Monica depuis 3 ans et c'est le rêve. Il est exactement comme dans la série, avec son grand salon, sa baie vitrée sur la ville de New York. Heureusement, les constructeurs ont évité d'ajouter le gros tout nu comme voisin. On a toujours adoré Friends, mais jamais on aurait cru pouvoir vivre dans leur appartement. J'ai tellement l'impression d'être Rachel. Mais non, t'es carrément une Monica. Je suis Rachel, ou peut-être Phoebe aussi. Ouais, enfin, t'es surtout une Ross à te lamenter toute la journée en repensant à tes ex. Bah si, excuse-moi, c'est vrai, hein. Ah les filles, la passion les dévore. Mais si nous avons réalisé leur rêve, nous pouvons réaliser le vôtre. Rencontrez notre équipe, confiez-leur vos souhaits les plus chers, choisissez votre univers. Il ne reste qu'à signer et nous vous promettons une vie trépidante 5 semaines plus tard. Prenez juste vos valises, nous nous occupons du reste. À vous les promenades à Newport Beach, les footings à Wisteria Lane, les cafés au Central Park, les... Oh putain, mais quelle connerie. Satané de quartier en carton-pâte. Oui, venez vivre dans un quartier de rêve. Tu parles, c'est pas du rêve, c'est du vent, votre machin. Ouh, toi, peu cher, tu as encore croisé le spot publicitaire de la boîte. Leur propagande, tu veux dire? On n'arrive même pas à passer dans une seule coulisse sans y avoir droit. Si entretenir cet endroit nous donnait envie d'y vivre. Oh, te plains pas trop fort, Joël. Tu sais qu'il y a des micros partout ici. La direction, elle écoute les employés qui critiquent. C'est pas très bon pour le marketing. Tu sais très bien que c'est seulement dans le quartier des sitcoms pour envoyer les rires enregistrés si les gens font des blagues. Les habitants sont d'un égo. Et puis, ils sont bien contents de ne pas avoir à réparer leurs câbles et ajuster leurs spots. Tu connais beaucoup de femmes éclairagistes dans le coin? C'est sûr, au moins j'ai pas besoin d'être photogénique pour jouer les balayeurs. N'empêche, j'aimerais bien avoir une petite bicoque à Wisteria Lane. Non merci, il faudra me payer pour venir vivre dans une maison de poupée éclairée par des halogènes. Tout pue le faux ici, même l'herbe elle est synthétique. Et je parle même pas des gens qui visitent la ville le week-end et qui essayent de t'observer à travers les rideaux. Il faut vraiment être exhibo pour apprécier avoir aussi peu d'intimité. Oh, tu exagères, Joe, hein. Les visites, ce sont les samedis de 14 à 18. Et avec la sélection des habitants à l'entrée, au moins tu peux être certaine de vivre dans un quartier sûr. Ou d'être entouré de gens un peu cinglés qui pensent être Suzanne Meyer et Brie Van de Kamp et qui ont trop peur d'être eux-mêmes. Non, je suis très bien dans mon quartier de banlieue, merci. Ah, Joël, tu sais que tu peux être rabat-joie des fois, hein. Ah, peu cher, c'est la voiturette de service. Aujourd'hui, je joue les balayeurs dans la rue de Very New York. Sacré promotion, hein. Allez, je filoche.
Rabat-joie. Au moins je ne joue pas le rôle de quelqu'un d'autre dans un décor en toc pour calmer mes angoisses. Et j'ai pas peur de vivre ma propre vie. Si ma grand-mère avait su que le nec plus ultra de la modernité, ce serait de vivre comme dans le Truman Show et de jouer les familles modernes sous les projos, elle se retournerait dans sa tombe. Paix ton turfu. Alors, on est d'accord pour dire que tourner ça a été encore plus difficile. C'était parfait. Je pense qu'on a mangé 10 steaks en équivalent rire. Ouais, là je me sens vide. Je pense qu'on peut décerner l'Oscar de la meilleure interprétation à Lucie pour le rôle de Pierre le Marseillais. Vous verrez dans le Bêtisier, du coup, qui sortira au mois d'août, c'est ça ? Ouais. Que c'était compliqué. Mais Pas du tout de la faute de Claire qui se marre à bout de 1 seconde d'accent marseillais, non. Pas du tout, non, d'ailleurs j'ai même pas été exilée dans une autre pièce parce que je n'arrivais pas à laisser Lucie finir sa phrase parce que j'explosais de rire, même en fermant toutes les écoutilles, j'explosais de rire quand même, donc voilà, je me suis fait punir. Oui, enfin surtout que même dans la pièce d'à côté, elle continuait de rire et on était à ça de l'enfermer dans la salle de bain quand même. Hein. Ouais, parce qu'elle ouvrait la porte et... Elle refaisait la blague genre t'as dit l'accent marseillais mais elle le fait extrêmement bien, donc mais ça c'était une belle tournée parce que ça c'est Perpignan. Mais on n'avait pas du tout prévu au départ que ce personnage soit avec l'accent marseillais et en fait il s'est imposé à lui-même et c'était parfait. Voilà, c'est parti sur des peu chers. Après, Claire, tu fais très très bien la voix nasillarde aussi. Hein. On va pas ce que tu veux dire. Voilà, je pense qu'en fait je vais me relancer. Si jamais ma carrière échoue en tant qu'urbaniste, je deviendrai forain. Et voilà, j'aurai mon petit camion avec genre la carabine, etc. Je pense que je ferai fortune. Ouais, je pense que c'est un très beau projet de carrière. Bah ouais, on est totalement d'accord. Le plan B. Surtout que... il sera peut-être potentiellement en lien avec l'épisode prochain. Ah. Si t'es sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas eu de doute. Mais en toi c'est missé. Ouais, tout à fait. C'était un peu Ceci est un teaser. Bon, sinon pour le reste de l'épisode, gros sujet quand même. Ouais. Ambitieux, gros sujet. On a dit dès le départ qu'on serait pas exhaustif parce que c'est impossible d'être exhaustif sur un sujet aussi énorme en l'espace de 1 heure, voire moins d'1 heure, parce qu'on voulait quand même faire quelque chose qui soit un peu plus concis. Mais Et puis on y reviendra parce que du coup on n'a pas tout fait, donc il y aura d'autres sujets qui seront dans nos prochains podcasts, ça c'est certain. Et puis surtout avec une petite nouveauté qui arrivera, nouveau teaser à partir de la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine du mois prochain. Oui, attention. Oui, il y a beaucoup trop de podcasts. Oh là 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 là. Qui normalement on ne sera plus que 3, enfin on sera plus que 3 d'une certaine manière dans les futurs podcasts, donc il y a forcément à un moment donné, si on revient sur les sujets du cinéma, il n'y aura pas que nous 3. C'est là, j'ai du mal avec la négation. C'était compliqué, c'est une fin d'épisode. C'est ça, on a beaucoup parlé. Il fait à peu près 35 degrés dans l'appart de Lucie. C'est le bonheur parce que nous n'avons toujours pas de lieu d'enregistrement digne de ce nom, nous sommes toujours preneuses. Je pense qu'à nouveau je peux relancer mon annonce, je crois que je vais faire ça à chaque épisode jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien. On fait des gâteaux. Du coup nous sommes calfeutrés et nous avons chaud. Tout à fait. Mais bon, pour conclure cette petite... Oh non, me dis pas qu'il il arrive maintenant quoi. Si, je crois que c'est Rudy. Rudy ! Attendez, je vais ouvrir. Ouais. Mais c'est pas possible quoi, enfin on lui avait dit pourtant. C'était à 14h l'enregistrement et il ose venir, enfin je veux dire dans ce cas-là il vient pas quoi. T'as vu l'heure ? Non mais c'est pas sûr. Non mais Rudy ! Non mais c'est fini là, on a tourné, t'as fait ton heure de transport pour rien. Bon, assieds-toi. Voilà, donc on a Rudy qui nous a rejoint comme d'habitude après la guerre, voilà. Donc de toute manière, bien Rudy n'aura pas le micro. Voilà, donc... Ouais, non mais je suis trop nulle. Merci. Donc, si on peut juste conclure ce podcast, vous rappeler les essentiels, vous dire que ce podcast est disponible sur notre site internet, sur SoundCloud, en téléchargement gratuit sur iTunes. Cette fois-ci, promis, on mettra pas 1 semaine et demie pour vous le mettre. Un jour. On a eu un problème de RSS. RSS. De compréhension de comment ça marche. Voilà. On était surtout pas doués en fait, je pense que c'est ça l'idée. Voilà. Donc si vous avez aimé notre podcast, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Facebook pour être informé des prochains épisodes. Et Rudy, tout à fait, prendra comme à son habitude vos questions, vos demandes et nous les transférera pour le prochain épisode. On se fera donc un plaisir d'y répondre sur les ondes des internets dès le mois prochain. D'ici là, on vous embrasse et à bientôt sur le lieu commun. Salut. À bientôt.